Eh bien, voilà, donc je vous disais en introduction que j'étais le maître de cérémonie et avait la chance d'être avec Sophie Chauveau et puis Florent Delaval pour discuter avec vous sur cette heure qui vient de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui est né du constat qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises font effectivement face à une crise sans précédent et que dans ce contexte-là, un des sujets essentiels est de maintenir les compétences de R&D dans l'emploi, et en particulier de pouvoir vous permettre de maintenir votre capacité d'innovation. Ça, c'est l'objectif principal, en sachant que notre compréhension du dispositif étatique qui répond à deux volets. Le premier volet, c'est évidemment de protéger vos salariés qui sont actuellement dans votre entreprise et qui sont en poste, via un dispositif particulier qu'on va vous présenter, qui est un dispositif de mise à disposition dans les laboratoires de recherche. Et puis, le second volet porte sur des actions qui vous permettent de renforcer la capacité d'innovation de votre capacité d'innovation, en particulier des futurs jeunes talents, puisqu'il y a des dispositifs qui vont vous permettre eh bien, de pré-recruter, entre guillemets, des talents d'aujourd'hui. Donc ces 4 actions, on va vous les décrire. Donc sur le premier volet, qui est vraiment un volet absolument essentiel dans le cadre de ce dispositif, eh bien, il s'agit de protéger vos salariés qui sont aujourd'hui en poste via des collaborations de recherche avec un établissement académique. La première mesure, qui est l'action 1, porte sur votre entreprise, dans le cadre de laquelle vous pourriez mettre à disposition, dans le cadre d'un projet de recherche, eh bien, partiellement votre salarié au sein de l'unité de recherche. Donc, dans ce contexte-là, l'État propose de couvrir 80% des coûts salariaux à sa charge. Donc, le reste à charge pour l'entreprise serait de 20%. Donc ça, c'est une action qui est évidemment extrêmement forte et importante. Et puis, il y a une deuxième action qui est également très structurante, c'est celle des salariés en entreprise pour lesquels vous souhaiteriez qu'ils s'engagent sur un parcours de formation doctorale et donc rentrer dans une thèse pendant 3 ans. Et dans ce contexte-là, l'État propose de couvrir les coûts salariaux jusqu'à hauteur de 50%. Donc vous voyez que les bénéfices de ces deux actions sont évidemment orientés sur le maintien d'emploi et garder les compétences sur le territoire français et en particulier pour vos entreprises. Donc la question, c'est évidemment le comment. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à toutes les questions ce soir parce que c'est vrai que le dispositif est en train de se caler. Mais globalement, le comment, c'est il va s'agir de mettre en place une convention de collaboration avec un laboratoire de recherche, avec une unité de recherche. Et puis, ce projet doit aussi, et c'est une des conditions, être décliné par rapport au plan territorial de transition juste, et puis également vis-à-vis du plan énergie-climat. Donc, tout ceci doit être décliné à la fois pour que la disposition, la recherche soit en cohérence avec ce dispositif ou à minima soit neutre par rapport à ces deux plans nationaux. Donc ça, c'était sur le premier volet, à savoir protéger vos salariés. Le deuxième volet, il est plus prospectif et il porte en particulier sur les nouveaux talents qui pourraient être aujourd'hui impliqués. Et donc, l'État, là encore, a souhaité pouvoir permettre à vos entreprises d'accéder d'ores et déjà, sans pour autant que ça vous coûte trop, eh bien, à la fois des compétences de master Bac+5, donc ça c'est l'action 3, ou bien avec l'action 4, de vous permettre aussi de bénéficier des compétences de jeunes docteurs. Et là encore, l'État pourra aller jusqu'à 80% des coûts salariaux qui seront pris en charge et le reste à charge pour l'entreprise étant de 20%. Donc là, vous voyez que les bénéfices dans ce dispositif, eh bien, c'est de pouvoir vous permettre, dès à présent,
de pouvoir identifier les futurs talents, de les mettre sur un programme de R&D, sans pour autant aujourd'hui les financer à plus de 20%, puisque l'État prendra là encore, pendant une période de maximum de 2 ans, le coût à sa charge jusqu'à hauteur de 80%. Donc sur la partie du comment aujourd'hui, le cahier des charges est d'identifier des jeunes diplômés au sens nouvellement diplômés, à savoir en particulier qu'ils soient diplômés des années universitaires 2019 ou 2019-2020, ou bien encore 2020-2021. L'objectif est qu'il soit à 80% au sein du laboratoire de recherche. Donc, on pourra passer 20% de son temps au sein de l'entreprise. Il faudra aussi pour ce faire que vous puissiez avoir une description du projet de recherche sur une durée d'ailleurs de 24 mois et que vous puissiez donner les conditions envisagées pour une embauche à terme. Donc, ce sont des dispositifs qui vous permettent d'avoir accès, entre guillemets, à des futurs talents sans pour autant, vous voyez, les embaucher puisqu'ils seront embauchés par le laboratoire dans le cadre d'un programme de R&D. Donc, pour les entreprises, donc, quels sont les critères et le cadre qui permettent cette mise en œuvre? Donc aujourd'hui, sont concernées les entreprises, quelle que soit leur taille. Un critère important, c'est celui de la date de création d'entreprise. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de startups. Sont concernées les startups qui auront été créées avant le 1er janvier 2019. Et puis, il faut pouvoir disposer de capacités internes à mener des activités de R&D, en sachant qu'aujourd'hui, ce dispositif, évidemment, puisqu'il est aussi destiné à des entreprises de grande taille, l'État a souhaité manifestement limiter le dispositif à 60% au maximum de ces moyens auprès des grandes entreprises. Les salariés qui sont concernés devront être en CDI et présents dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre 2019. Et puis, il y a une limite, un plafond qui est que chaque entreprise ne pourra prétendre à plus de 20 salariés maximum pour ce type de dispositif. Pour l'ensemble d'ailleurs des actions, qu'elles soient l'action 1, 2, 3 ou 4 que je vous ai décrit sur les planches précédentes. Et puis, pour ce qui relève en particulier des actions 3 et 4, eh bien là, clairement, l'idée et l'objectif de ce dispositif est de donner la priorité à la fois aux startups et aux PME, plutôt qu'aux grands groupes d'ailleurs, puisque manifestement seront prioritairement réservés à ces deux cibles. Alors le comment, aujourd'hui, on sait que ce dispositif pourra être mis en œuvre dès le 1er janvier, et on pourra discuter avec vous des modalités plus opérationnelles. Voilà, donc peut-être que là, Florent, je te donne la parole puisque c'est le dispositif donc c'est la planche que tu m'as transmise pour décrire en détail le dispositif. Oui, bien sûr. Donc, ce que je peux, je vais répéter sans doute des choses que tu as déjà un petit peu dites, mais ça permettra aussi de répondre à certaines questions qui commencent à apparaître. Donc, il y a un opérateur au niveau de l'État qui va se charger de gérer cette enveloppe. Alors, c'était 300 millions, je ne sais plus si tu l'as mentionné, sur les 2 ans de la mesure, au niveau national. Cet opérateur, ce sera l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. En tant qu'entreprise bénéficiaire de la mesure, vous n'aurez pas affaire directement à l'ANR, mais votre relation, elle se fera avec un établissement de recherche qui pourrait être opérateur de la mesure. Donc la manière dont ça s'articule, donc entre ces 3 acteurs, c'est l'ANR est en convention avec les établissements de recherche. Tous les établissements de recherche ne feront pas des conventions, le feront ceux qui ont déjà des relations avec les entreprises qui leur permettent d'espérer qu'ils peuvent mettre les mesures en œuvre avec elles.
Et ensuite, ça se décline entreprise par entreprise par un contrat de recherche collaborative entre l'établissement opérateur et l'entreprise bénéficiaire. Alors, pourquoi ce schéma est aussi compliqué? C'est parce que vous avez compris qu'entre les actions 1 et 2, qui concernent des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, et les actions 3 et 4, qui concernent des jeunes qui seront recrutés temporairement par l'établissement de recherche, en fait, les flux sont inversés. Donc, dans le cas où l'entreprise bénéficiaire met en œuvre les actions 1 et 2 avec un laboratoire, donc ce sont ses propres employés en CDI qu'elle met à disposition au sein de l'établissement de recherche dans le cadre d'un projet collaboratif de recherche, dans le cadre d'un contrat, jusqu'à 80%. Donc ça, c'est pour l'action 1. Et l'action 2 qui concerne un doctorat en entreprise, ce sera 50%. Et la prise en charge par l'État, elle va être à la mesure de ce taux de mise à disposition. Maintenant, pour répondre aussi à une des questions, donc la prise en charge du restant, c'est-à-dire la partie où le personnel n'est pas mis à disposition dans l'établissement de recherche, elle reste à charge de l'entreprise. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette partie-là, dès lors que le personnel fait de la R&D au sein de l'entreprise, elle reste éligible aussi. Donc finalement, l'équation pour l'entreprise fait qu'elle peut prendre, par exemple, dans le cas de la mesure 1, elle a encore en charge 20% du coût de l'employé, moins ce à quoi elle peut prétendre au titre du CIR. Sur l'autre côté, la partie droite, donc c'est les actions 3 et 4, là, à l'inverse, il y aura une personne qui sera recrutée en CDD par un établissement de recherche et qui sera mise à disposition jusqu'à 80% au sein de l'entreprise. Et là, l'entreprise devra néanmoins rembourser le laboratoire pour 20% du coût d'emploi de la personne. Donc, dans les deux cas, il y a un contrat de recherche collaborative qui encadre tout ça et toutes les mesures peuvent être mises en œuvre de manière simultanée ou en tout cas, plusieurs actions peuvent être mobilisées au sein de ce contrat. Et évidemment, il y a des conditions particulières qui seront négociées entre l'établissement de recherche via le cas échéant la SAT et l'entreprise pour tout ce qui est de la contribution aux frais d'encadrement, d'hébergement de la personne. Sachant que ces frais ils seront quand même un petit peu allégés parce que l'ANR versera quand même un forfait aux établissements de recherche pour couvrir une partie de ces coûts. Évidemment, ces coûts de contrat de recherche collaborative, ils seront éligibles aussi dans les conditions normales. Donc aujourd'hui, ça veut dire doublement. Demain, sans doute encore pour quelques temps. En 2022, c'est possible, mais en tout cas, à partir de 2023, ce ne sera plus le cas. Il y a une question qui a été posée, je vois, sur le lieu de travail. Alors, ce qui est dit pour l'instant, c'est que la norme, ça doit être que quand le salarié est mis à disposition dans le laboratoire, physiquement, il doit être situé sur le lieu du laboratoire, et quand il est mis à disposition de l'entreprise, physiquement, il reste dans l'entreprise. Maintenant, évidemment, on comprend que dans le cadre d'un contrat de recherche, tout ça peut être adapté aux conditions réelles de l'activité, c'est-à-dire par exemple à l'utilisation d'équipements particuliers. Bon, je ne parle pas du cadre de la crise sanitaire et du travail à distance, etc. On écarte ça, mais je pense que ça, on peut avoir un petit peu de marge d'appréciation sur ce qui peut être acceptable dans ce cadre. Et le but, évidemment, c'est que le contrat de recherche, il ait une réalité. C'est ça qu'on va regarder à la fin. Une effectivité. Alors quand je dis on va regarder, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas précisé, mais en fait les D2RT, eux, seront sollicités dans le cadre de la mise en place de ces mesures, de ces actions au bénéfice des entreprises, au niveau de la relation qui va se nouer entre établissement de recherche et entreprise. Et là, notre avis sera appelé, et Sophie, tu pourras me compléter si tu le souhaites, mais notre avis sera appelé essentiellement sur des points d'éligibilité. Et l'éligibilité, ce sera deux choses. On va regarder qu'il y a bien un contrat de recherche qui correspond à quelque chose de réel, de raisonnable, on va dire à une véritable volonté d'activité partagée entre les deux parties. Et la deuxième chose, on va regarder que l'entreprise peut bien être éligible aux aides. Et donc ça suppose d'avoir une petite visibilité sur les conditions financières et le fait qu'on ne va pas dans le mur pour des raisons simplement de trésorerie ou de capitaux insuffisants. Donc ça nécessitera effectivement que l'entreprise communique, évidemment dans des conditions de confidentialité acceptables pour tous,
quelques éléments de visibilité financière sur sa situation. Merci Florent. Je propose qu'on finisse le PowerPoint et puis on prendra à la volée toutes les questions. Comme l'a dit Florent, le principe essentiel pour vous, c'est de pouvoir collaborer avec l'établissement de recherche. Donc, on a identifié deux propositions qui nous paraissent pouvoir être déployées de manière assez rapide. La première, c'est celle qui a été décrite dans le cadre de la planche précédente, à savoir un contrat de collaboration de recherche, dans le cadre duquel vous allez pouvoir inscrire cette dynamique de maintien d'emploi ou de pré-recrutement que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les actions 1, 2 ou bien les actions 3 et 4, sur la base d'un projet commun de recherche et pour lequel on pourra négocier ce contrat de recherche entre vous-même et puis l'établissement. Et puis, il y a une autre possibilité aussi, je la mentionne parce qu'elle est importante et je sais qu'il y a des entreprises qui sont présentes aujourd'hui, qui ont l'habitude de travailler soit dans le cadre de chaires industrielles ou de laboratoires communs ou de LabCom, et qui ont déjà expérimenté des pratiques de comaturation. Eh bien, on est capable aussi d'aller plus loin en ajoutant à ce dispositif eh bien, une prise de risque d'investissement de la SAT via un programme de R&D sur lequel on pourrait partager votre risque d'investissement et prendre une partie de la charge d'investissement sur la SAT, qui est aussi une société d'investissement en fonds de maturation. Et puis, dernier point, dans la mesure où il existe un actif immatériel au sein de l'établissement, eh bien, on pourrait aussi évidemment travailler avec vous le fait de vous donner un accès privilégié à des résultats de recherche validés, sécurisés, avec de la propriété intellectuelle dûment déposée, le joindre à votre projet de recherche pour conforter encore votre capacité à innover. Voilà les deux solutions qu'on peut vous proposer aujourd'hui, soit le contrat de collaboration de recherche avec une déclinaison sur un projet collaboratif et puis ce dispositif de ressources humaines, ou bien un programme de comaturation dans le cadre duquel on peut rajouter à ces éléments-là eh bien, un investissement en maturation de la part de la SAT et puis un accès à de la propriété intellectuelle qui est déjà existante et qui pourrait conforter vos projets. Alors, simple résumé, pour faire très vite, vous l'avez vu, les actions 1 qui portent sur les salariés qui sont chez vous en CDI peuvent être affectés au sein des laboratoires de recherche. L'action 2, ce sont vos salariés que vous pourriez engager dans le cadre d'une formation doctorale pour faire une thèse et qui seraient aussi là pour le coup accueillis partiellement au moins au sein du laboratoire. Donc protégez vos salariés. Deuxième typologie de mesure, vous permettre d'accueillir plus tard des futurs collaborateurs en sachant que, eh bien, il y aurait des recrutements en CDD de ces deux typologies de personnes que sont les jeunes diplômés de master ou les jeunes docteurs eh bien, au sein du laboratoire sur un programme collaboratif. En grosso modo, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons vous accompagner sur la négociation soit de ce projet collaboratif, soit sur le montage de ce projet de comaturation. Côté État, comme ça a été dit par Florent tout à l'heure, l'instruction des actions 1 à 4, elle va être conduite au sein de l'établissement académique avec l'appui de la D2RT et auprès de l'ANR pour bien boucler la problématique, je dirais, du financement étatique de l'ANR via les établissements et sécuriser la façon dont vos salariés pourront être mis à disposition des établissements pour être pris en charge par le dispositif. Et puis enfin, ce dispositif sera opérationnel à partir dès le 1er janvier, en sachant qu'il y a plusieurs vagues qui sont potentiellement prévues. Donc, on vous a laissé ici une adresse qui est une adresse générique pour nous contacter, qui est simple, c'est relance@westvalorisation.fr. On pourra évidemment être le relais de questions auprès des deux délégués régionaux qui sont là. Si vous êtes en Bretagne ou en Pays de la Loire, on saura faire le relais au bon interlocuteur. Donc, n'hésitez pas.